Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une mise à jour de mon tutoriel consacré à PayPal et on va découvrir ensemble comment mettre en place un bouton de paiement sur notre site. Pour cet exemple, j'ai créé un projet en PHP basique, je n'ai pas utilisé de framework pour que vous puissiez adapter ce que l'on va faire, quelle que soit la technologie que vous utilisez, et j'ai une classe qui représente un panier dans lequel on a des produits représentés sous forme de tableau. Ce panier est affiché sur la page et j'aimerais bien avoir un petit bouton qui va permettre à l'utilisateur d'acheter et peut-être plus tard d'enregistrer la commande dans ma base de données. Donc si vous vous rendez sur la documentation de PayPal, il vous faudra aller dans la partie Doc, puis Online. Et ensuite, nous, ce que l'on va faire, c'est un checkout, donc c'est un paiement pour un panier. Vous avez différentes solutions qui sont proposées. La première, c'est celle que l'on verra, c'est à mon sens la plus simple. Elle consiste à créer un bouton et c'est PayPal qui va gérer tout le flux de paiement. Vous avez une intégration un petit peu plus avancée où là, ça va être sur votre site que vous allez pouvoir récolter les informations bancaires que vous allez envoyer à PayPal. Et après, vous avez des intégrations encore plus personnalisées qui passent par Braintree, mais là, c'est encore plus compliqué. L'avantage de l'option de paiement via un bouton, c'est que c'est PayPal qui va gérer toute l'interface, le flux avec 3D Secure si c'est nécessaire, donc ça vous simplifie pas mal le travail. L'inconvénient, c'est que l'utilisateur quitte le site pendant ce processus. Moi, j'estime que c'est un avantage parce que je pense que les gens ont plus confiance en PayPal qu'en mon site, mais après, à vous de voir. Donc on va lire le guide, on vous explique rapidement un petit peu comment ça fonctionne, et vous pouvez cliquer sur l'étape suivante où on vous explique le principe. Bon, pour résumer, c'est très simple, on va charger dans notre page une partie JavaScript qui va permettre d'afficher le bouton. L'utilisateur va cliquer sur ce bouton, il sera alors redirigé sur PayPal où on lui demandera de se connecter, de regarder un petit peu si les informations concernant l'achat lui conviennent et lorsqu'il est satisfait, il va cliquer sur Payer. Automatiquement, le paiement va être organisé et géré par PayPal et on va être redirigé sur le site pour pouvoir afficher la confirmation de paiement. Mais la partie paiement a déjà été faite côté PayPal. On va aussi avoir un autre processus que l'on pourra mettre en place qui consiste à ne capturer le paiement que lors du retour du site. On va plutôt choisir cette approche, mais on verra ça juste après. Donc si on descend un petit peu, on nous explique comment rajouter un bouton. Donc il faut rajouter la partie JavaScript, créer une div qui va s'appeler PayPal Button Container et utiliser le SDK JavaScript pour générer un bouton. Alors ce que l'on va faire, histoire de bien s'organiser, nous, c'est qu'on va créer une classe et cette classe, on va l'appeler PayPal Payment. Et ça va permettre de regrouper toutes les méthodes qui concernent le paiement PayPal. À l'intérieur de cette classe-là, on va créer une méthode publique que l'on va appeler UI. Ça va permettre de générer l'interface utilisateur qui correspond à notre paiement. Cette méthode, on va lui dire qu'elle retourne une chaîne de caractères. À l'intérieur, je fais un return et je vais utiliser de l'REDOC pour avoir un petit peu plus de marge de manœuvre. Je vais prendre toute la partie script qui m'est proposée à ce niveau-là. Hop, hop, hop. Et je vais la coller ici. Alors dans la partie JavaScript, on voit qu'il faut remplacer le client ID par quelque chose. Donc vous avez la possibilité, si vous revenez à la racine de la documentation, de générer des clés d'API. Pendant que vous êtes en train de tester, vous pouvez vous connecter à votre dashboard et vous aurez la possibilité de créer des comptes de test et ces comptes vont vous permettre d'accéder à la version sandbox de PayPal dans laquelle vous aurez des fonds illimités, vous pouvez créer autant de comptes que vous voulez, donc c'est très pratique à ce niveau-là. Moi j'ai deux comptes par défaut, un compte qui est un acheteur et un compte qui est le vendeur. Et vous pouvez cliquer ici sur voir et éditer le compte. Et ça vous affichera les informations et vous pourrez cliquer sur API Credentials pour obtenir les informations. Donc moi je l'ai déjà fait et je l'ai défini dans des constantes. Donc je vais directement pouvoir les utiliser ici. Donc je vais le sauvegarder dans une variable en amont, client ID, et je vais utiliser ma constante. Donc moi j'ai sauvegardé ça dans PayPal ID. Voilà. Donc là, hop, je peux remplacer ce truc-là à ce niveau-là. Et je vais mettre peut-être des accolades. Je trouve que ça permet de mieux identifier les variables PHP. Au niveau de la currency, nous on va choisir d'utiliser des euros. Ensuite, vous avez donc cette div qui représentera le bouton. C'est dans cette div que va se voir injecter finalement notre code. Et ensuite, on crée un PayPal button. On crée un order. Donc ça permet de dire c'est un bouton qui va créer une commande. Et on a ici la valeur du paiement qui devra correspondre au total de notre panier. Donc ici, je vais lui dire pour cette méthode UI, j'aurai besoin de mon panier que l'on va appeler carte. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser le total à ce niveau-là. Le problème, c'est que dans mon cas, le total, je le sauvegarde en centimes d'euros. Donc on va créer une variable intermédiaire, on fera un carte get total, ce qui va nous donner le prix en centimes d'euros, et on va le diviser par 100 pour avoir des euros, vu que c'est ce qui est attendu par PayPal. Et après, en dessous, on a un petit peu de code JavaScript de base.
Faites attention par contre, eux ils mettent ici des $, ça c'est pour interpoler des variables en JavaScript, mais ça va rentrer en collision avec la manière de représenter les variables dans PHP, donc il faudra penser à mettre des anti-slash. Donc j'en mets un ici et j'en mets un ici. Voilà, donc dès que vous voyez des $ dans le code, faites attention à ça. Donc maintenant qu'on a cette méthode de paiement, on va pouvoir l'utiliser au niveau de notre rendu. Donc là, j'affiche la liste des différents produits et en dessous, je vais afficher un petit bouton de payer. Donc je peux initialiser mon paiement en faisant payment égale new PayPal payment. Et ensuite, je vais lui dire, au niveau de ce paiement, j'aimerais bien générer l'interface qui va correspondre à mon panier. Ça va nous renvoyer une chaîne de caractères. Donc moi, je vais directement l'afficher. Si maintenant je réactualise la page, on va avoir ces petits boutons qui vont s'afficher. Alors vous avez la possibilité de personnaliser un petit peu les choses. Si vous vous rendez sur la documentation et que vous regardez un petit peu plus haut, voilà, dans la partie PayPal JavaScript SDK, on vous explique les différentes options qu'il est possible de mettre pour le bouton et vous avez pas mal de choses dans la référence. Donc vous pouvez par exemple changer le layout des boutons, soit ils peuvent être empilés, soit ils peuvent être sur le côté. Donc là, à vous de voir un petit peu ce que vous voulez faire. Mais pour l'instant, on va rester sur ces options de base. Si je clique sur cette partie paiement, on voit que ça ouvre automatiquement une pop-up. Notre site va rester visible à l'écran. Moi, la pop-up s'affiche un petit peu sur le côté parce que j'utilise un environnement de bureau un peu particulier sur Linux, mais normalement, c'est une pop-up qui apparaît au milieu de l'écran. Et ensuite, je vais pouvoir entrer mes informations. Donc là, moi, je vais rentrer les informations qui correspondent à mes comptes de test. Bon, il me demande mon mot de passe, donc je rentre évidemment le bon mot de passe. Et lorsque je vais me connecter, on va me présenter les informations. Donc on voit que là, on me propose de payer avec le solde PayPal 35,98 €. Alors le problème, c'est que l'utilisateur n'a pas forcément un récapitulatif, donc vous pouvez, au niveau de la création de votre bouton, passer plus d'informations pour que ici on ait un petit peu plus de détails. Donc c'est ce que l'on va faire de suite. Vous voyez au passage que lorsque je suis revenu sur ma page, le système a été annulé et du coup, l'overlay que l'on avait a disparu. Donc là, dans ce cas-là, on est dans une annulation de paiement et c'est quelque chose que l'on pourrait capturer au niveau de l'API PayPal, dans la partie On Cancel par exemple. Alors je vais revenir au niveau de mon PayPal Payment et on va construire le tableau à ce niveau-là en amont, en PHP, pour que ça soit plus simple. Donc on va créer une variable que l'on va appeler order. À l'intérieur de cette variable, on aura donc un tableau avec un purchase underscore units. Ces unités, ça sera un tableau qui contiendra un tableau associatif. À l'intérieur, normalement, on avait amount, mais nous, on va rajouter des informations. On va rajouter une description, par exemple. Hop, et on mettra panier tutoriel graphic art. Ensuite, on va mettre le amount. Alors pour le amount, vous pouvez directement mettre une valeur comme on l'a fait ici, mais vous pouvez aussi mettre plus de détails. Vous pouvez changer le currency code, changer plein de choses. Donc nous, on va mettre ici currency underscore code et on va mettre euro. Donc si par exemple vous avez différentes méthodes de paiement, vous pouvez le changer comme ça à la volée. La valeur, comme on l'a dit, c'était le total du panier divisé par 100. Donc l'avantage, c'est qu'on n'est plus obligé de faire le calcul en amont, on peut simplement se contenter de le faire à ce niveau-là. Et on peut aussi préciser les items qui vont composer ce panier-là. Donc pour cela, on peut avoir une propriété items en plus, et on va lui dire de faire un array reduce, et on va lui dire de parcourir l'ensemble des produits. Donc pour cela, on va faire un array map. On va créer une fonction qui prendra en paramètre chaque produit, qui seront donc des tableaux, et on va retourner un nouveau tableau qui correspond à ce qu'attend PayPal. Et on lui passera en second paramètre la liste des produits. Donc c'est getProducts de mon panier. Donc au niveau des items, on va retourner un tableau associatif aussi. Voilà. Et pour chaque objet, on a besoin d'une propriété name qui sera le nom du produit. Donc moi j'ai sauvegardé ça dans un tableau et donc c'est une clé qui s'appelle name. Ensuite, on a besoin de la quantité de produits commandés. Nous, on n'a qu'un seul produit, donc on va mettre 1. Ensuite, on a unit amount qui permet de spécifier le prix de cet élément en particulier. Donc nous, on va mettre une valeur qui correspond au prix divisé par 100, parce que moi, j'ai tout sauvegardé en centimes d'euros pour éviter les problèmes d'arrondi liés aux flottes. Et ici, on va mettre un currency code aussi en euros.
Vous pouvez aussi rajouter des catégories, rajouter pas mal d'informations. Donc là, à vous de voir le JavaScript SDK pour ce que l'on peut préciser. Plus vous mettrez d'informations, mieux c'est, parce que quand vous allez récupérer ce paiement au niveau de PayPal et de votre interface, vous pourrez voir un petit peu ce qui a été acheté. Si vous ne mettez que la somme, c'est pas forcément évident de s'y retrouver par la suite. Vous pouvez aussi rajouter des propriétés personnalisées qui vous permettent par exemple de sauvegarder l'idée du panier si vous avez besoin de le récupérer plus tard. Donc vous pouvez faire pas mal de choses à ce niveau-là. Ce que l'on va faire à la fin, c'est qu'on va faire un JSON en code de ce gros tableau. Comme ça, on pourra le passer à ce niveau-là, au niveau de notre create order, ce qui va quand même pas mal nous simplifier la tâche. Donc là, on va lui dire, j'ai envie que tu affiches $order. Alors, on va réactualiser la page et voir ce que ça donne. Donc ça fonctionne toujours bien. On va sortir notre inspecteur pour voir les erreurs si on en a en console. On va cliquer sur paiement et là on voit qu'on est redirigé instantanément sur le site. Si on remonte, on a une erreur avec plein de code, mais c'est un peu compliqué. Globalement, en fait, vous allez avoir ce comportement si jamais vous avez fait une erreur dans ce que vous envoyez à PayPal. Et typiquement, il faudra regarder le retour de l'API pour comprendre ce qui s'est passé. Donc si on regarde à ce niveau-là, il le dit que la requête n'a pas été correctement formulée et il nous explique après ce qui ne va pas. Donc dans le cadre des items, si vous rajoutez comme ça plusieurs éléments, il s'attend à ce que dans amount, vous rajoutiez un breakdown qui permet d'expliquer un petit peu le prix. Donc on va mettre ici un breakdown. Hop, ça sera un tableau associatif avec item underscore total. Et là, on aura encore une fois le currency code. Bon, on aurait pu le laisser vide vu que c'est de l'euro partout, mais moi j'ai pris l'habitude de le mettre vu que je travaille parfois avec différentes monnaies. Et au niveau du total, on reprendra le get total divisé par 100. Voilà. Mais je tenais à vous montrer ce cas-là parce que c'est important de bien comprendre où vont arriver les erreurs pour pouvoir débugger les choses. Ce tableau-là, il n'est pas forcément facile à construire. On a très souvent fait des erreurs. Et si vous ne regardez pas votre console, vous pouvez passer 2 heures à essayer de comprendre ce qui ne va pas. Donc je clique sur payer, encore une fois. Donc là, cette fois-ci, on voit que ça charge. Donc on se retrouve sur la même interface. Je suis déjà connecté ce coup-ci. Par contre, si je clique ici sur le panier, on voit qu'on a un détail avec une peluche de raton laveur, une peluche de pandarou. On a le sous-total qui est calculé. Ça correspond bien à la somme au passage. Et on a les informations. Vous pouvez avoir aussi dans ces informations-là une partie TVA, vous pouvez avoir les frais de livraison, vous pouvez avoir tout un tas de choses et plus vous mettez de choses, encore une fois, mieux c'est à la fois pour l'utilisateur et pour vous lorsque vous allez retrouver les informations. Donc maintenant, on veut passer à l'étape de paiement. Donc quand l'utilisateur va cliquer sur payer, il sera automatiquement redirigé sur le site et on récupérera différentes informations. Cependant, nous, on s'imagine qu'on a peut-être des problèmes de stock ou on veut être sûr que le produit est disponible. Si l'utilisateur met peut-être un temps sur PayPal à acheter, on ne veut pas que la commande parte quand même. On voudrait que ça soit validé côté serveur au dernier moment. Donc lorsque vous générez votre interface, vous avez ici la partie JavaScript, vous pouvez rajouter une propriété supplémentaire dans l'URL qui est intent et vous pouvez mettre une intention à authorize. Dans ce cas-là, ça veut dire que vous n'allez pas directement capturer le paiement, mais vous allez avoir une autorisation. L'utilisateur vous dira simplement, c'est bon, j'accepte effectivement ce paiement de 30 € par exemple, mais ce n'est pas tout de suite prélevé, c'est le serveur qui devra faire la capture. Donc dans le cas où vous utilisez ce système d'intent à authorize, le code du onApprove va changer. Donc on va vider ce qu'ils ont mis eux par défaut, voilà. Et ici, on pourra faire un action.order.authorize. Donc on ne fait pas une capture ce coup-ci. Lorsque l'autorisation a été acceptée, c'est une promesse, on aura une fonction que l'on va pouvoir lancer qui récupérera l'autorisation. À partir de cette autorisation, on va pouvoir récupérer l'Authorization ID. Donc on va le sauvegarder dans une variable. On fera Authorization ID égale autorisation.purchase_unit. Purchase_units. On récupérera l'unité 0 parce que nous on n'en a qu'une. Et ensuite on récupérera les paiements qui vont être associés. Et on récupérera l'autorisation, la première autorisation et l'ID. Alors c'est un objet un peu compliqué, mais c'est comme ça qu'on récupérera ce code-là. Si vous voulez, on va faire peut-être un console.log de authorization, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. Une fois qu'on a ce code d'identification, on va pouvoir l'envoyer à notre serveur qui validera les choses. On va en profiter aussi, quitte à y être, pour débugger data. Alors on est parti, on va réactualiser la page, on va cliquer sur PayPal, on est redirigé sur PayPal, on confirme que les informations nous correspondent et on clique sur payer.
Automatiquement, on est redirigé sur notre page. Et si je regarde dans la partie console, on voit ici qu'on a l'autorisation. Donc on voit que c'est notre objet un petit peu compliqué où on a les Purchase Unit à l'intérieur, une Purchase Unit, et dedans on a les Payments et l'autorisation et la première autorisation de paiement. Et l'ID, donc ce fameux ID qui nous intéresse. De la même manière, dans la partie Data, on a le Order ID. Alors pour l'exemple, on va s'imaginer charger une nouvelle page que l'on va appeler paypal.php et ensuite on lui passerait un paramètre, alors c'est pas idéal hein, mais c'est juste encore une fois pour l'exemple, l'Authorization ID, donc il serait, si je remonte ce code là, alors sans les quotes évidemment, hop, hop, et on va lui passer aussi le Order ID, que l'on récupère pareil dans notre URL. Il a décidé de me mettre des bâtons dans les roues quand j'essaie de sélectionner ces chiffres-là. Quel enfer. Voilà. Donc si je charge la page, pour l'instant, je tombe sur une erreur parce qu'elle n'existe pas. Donc je vais aller tout de suite créer ce fichier-là. Donc évidemment, si vous travaillez avec un framework, il faudra utiliser un contrôleur, vos routes et tout ça, tout ça. Donc à partir de ce fichier-là, on aimerait bien récupérer les informations concernant la commande ou récupérer l'autorisation pour ensuite la capturer, justement. Donc on va avoir besoin pour cela de communiquer avec l'API de PayPal. C'est ce qui nous est donné, hop, si on revient un petit peu en arrière. Voilà. Donc là on aurait expliqué le flot de paiement, on expliquait l'ajout, et ensuite on avait une partie où on nous expliquait la partie full stack Node.js, où on voit qu'on peut communiquer avec l'API de PayPal pour faire les choses. Donc nous évidemment ça ne nous intéresse pas parce qu'on n'est pas en Node.js mais on est en PHP, mais on peut utiliser le SDK PHP de PayPal. Donc au niveau de mon terminal, je vais faire un coup de composer require et on va charger paypal/paypal-checkout-sdk. Je vais charger le fichier vendor ici, parce que je ne suis pas dans un framework, donc il faut faire un petit peu tout pas la même. Donc vendor/autoload.php. Et ensuite, je vais pouvoir initialiser PayPal. Donc on va récupérer l'environnement et on fera un new sandbox environment. Si vous êtes dans l'API de production, vous allez mettre directement environment. Il attend deux paramètres, le client ID et le client secret, que l'on peut obtenir à la première étape. Donc moi, je vais mettre mes variables d'environnement, PayPal ID et PayPal secret. Une fois que j'ai mis cet environnement, je peux créer un client. Donc je fais client égale new PayPal HTTP client. Je lui passe en premier paramètre notre environnement, qui est donc notre sandbox environment. À partir de là, vous pouvez créer des requêtes à l'API. Par exemple, si je souhaite récupérer l'information concernant l'order, je peux faire un request égale new order get request. On lui passe en paramètre le order ID, que nous on pourrait récupérer directement depuis l'URL, donc c'était order ID. Et ensuite, je peux exécuter cette requête avec mon client. Donc je fais client execute request. Ça me donnera une réponse que je vais pouvoir afficher. Donc pour l'instant, on va utiliser DD pour débugger. Vous pouvez utiliser Vardum si vous n'avez pas de helper à ce niveau-là. Si je réactualise ma page paypal.php, on voit maintenant que j'ai bien mon résultat. On a notre commande, on a même les purchase units tels qu'on les a rentrés. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais par contre, dans la partie items, on voit nos différents éléments avec le prix de chacun et tout ça, tout ça. On voit aussi les informations qui ont été rentrées par l'utilisateur. Donc si vous voulez créer une commande en sauvegardant les informations de livraison de l'utilisateur, vous pouvez les récupérer depuis ce qui a été rentré au niveau de PayPal. Donc ça c'est très pratique, vous n'avez pas à gérer ce flow à ce niveau-là. De la même manière, vous pouvez aussi récupérer l'autorisation qui a été faite. Donc ici, je vais commenter et on fera un request, encore une fois, égale new authorization get request. Vous lui passez le code d'autorisation. Nous, ça va être autorisation ID. Je crois que je l'ai bien nommé comme ça dans l'URL. Et ensuite, on fait un petit client execute pour récupérer les informations et ça nous donnera la réponse. Je vais réactualiser la page. On voit bien qu'on a notre code d'autorisation et ensuite, on a la partie qui nous intéresse, c'est la somme. Donc typiquement, ce que vous pouvez faire à ce niveau-là, c'est vérifier que la somme que vous avez correspond au total du panier, pour vérifier que l'utilisateur n'a entre-temps pas rajouté de produit, typiquement. On peut remarquer aussi qu'on n'a pas forcément besoin de passer l'order ID que l'on a mis ici. Cet order ID peut être récupéré directement au niveau des informations de la réponse. Typiquement, ici, on pourrait faire un DD de response,
Ça, c'est un objet, on veut result. Dans result, on prendra supplementary underscore data. Ensuite, on prendra les related IDs et on récupérera le order ID. Normalement, ça, c'est censé nous donner la bonne information, si évidemment je n'écris pas n'importe quoi. Et j'obtiens mon ID, qui est donc mon order ID, que je pourrais utiliser pour une autre requête, pour récupérer les informations. Voilà. Donc dans tous les cas, dès que vous voulez interagir avec l'API, il faut voir un peu ce qui vous intéresse. Vous pouvez faire des requêtes. C'est assez bien organisé dans le SDK. Vous passez les paramètres que vous voulez et vous utilisez le client pour exécuter. Pensez par contre à bien utiliser des try-catch parce que ça peut faire des erreurs si par exemple l'utilisateur vous envoie un code d'autorisation qui n'est pas bon. Si je rajoute une lettre, hop, évidemment, on va tomber sur une erreur et donc ça, il faut le capturer et le gérer. Alors nous, on ne va pas mettre ce code ici, on va garder ce code dans notre classe, comme ça permettra d'avoir du code réutilisable, et on va s'imaginer avoir une méthode publique qui va s'appeler handle. Alors le problème, c'est qu'on peut recevoir les informations de plein de manières différentes. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, au niveau du handle, je vais te passer directement une request. Et je vais te passer une server request interface, du PSR. Comme ça, ce que j'ai écrit ici, ça pourra s'adapter quel que soit le framework. Si je suis sur Symfony, il me faudra convertir l'objet request en un objet de ce type server request interface. Et si je suis sur Laravel, je devrais faire la même chose. Au moins, c'est interopable avec n'importe quel framework. À l'intérieur, je vais déplacer une partie de la logique que j'ai écrite ici. Poum, 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 poum. Hop. Là, évidemment, la partie qui concerne le PayPal ID, le PayPal Secret, est-ce qu'on est en sandbox ou non, ça pourrait être intéressant de lui passer dans le constructeur. Donc nous, hop, on va en profiter pour le faire tout de suite. On va lui dire, je veux changer le constructeur. On aura une propriété qui sera une chaîne de caractères qui sera le client ID. Ensuite, on aura une autre propriété qui sera une chaîne de caractères qui sera le client secret. Et enfin, une dernière propriété qui sera, est-ce qu'on est en sandbox ou pas, qui sera un booléen, is sandbox. Ou directement sandbox, on ne va pas s'embêter. Là, à ce niveau-là, je vais profiter des dernières fonctionnalités de PHP pour lui dire que ça, c'est une propriété privée, ça aussi, et ça aussi. Et je vais en plus en profiter pour expliquer que ça va être des propriétés en mode read-only. Voilà, parce qu'on n'a pas l'intention de les réécrire par la suite. Ça permet d'être un petit peu plus court. Donc ici, on lui dira if this sandbox. Dans ce cas-là, on va créer notre environnement de cette manière-là, en lui passant ici le this client ID et ici le this client secret. Dans le cas contraire, on fait la même chose, sauf que l'environnement va être créé à partir de environment et directement production environment. J'aurai ensuite besoin de récupérer l'authorization ID. Donc moi, je m'imagine faire quelque chose avec une requête Ajax qui se ferait en post avec les données dans le body de la requête. Donc à ce niveau-là, on pourra faire un $body égale request et on peut récupérer le getParsedBody. Ce qui va m'intéresser dessus, c'est le authorization ID qui sera le code d'autorisation. Code que je vais sauvegarder donc dans une variable que je vais pouvoir ensuite utiliser à ce niveau-là. Et tout de suite après, comme je vous l'ai dit, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de vérifier que la somme correspond bien. Donc pour l'instant, je ne sais plus trop où on en est, donc on va débugger la réponse. Et temporairement, hop, pour éviter d'avoir à faire la requête Ajax encore et encore et encore, pour que ce soit plus facile, on récupérera l'Authorization ID via les query params. Donc dans mon fichier paypal.php, je vais pouvoir lui dire, je veux créer le panier. Donc là, on pourrait le récupérer depuis la session, ce que vous voulez. Nous, c'est un panier qui est global, donc on s'en fiche. Ensuite, je crée une requête, donc j'utilise pour cela la librairie Neolm PSR, mais peu importe, c'est pas le focus ici. Donc ça me permet de créer un objet request qui implémente l'interface du PSR. Et ensuite, je peux faire un $PayPal, ou $payment plutôt, égale le new PayPal payment. Je lui passe donc dans le constructeur mon ID, PayPal ID, mon secret, PayPal secret, et je mets true parce que je suis en sandbox. Et après, hop, vas-y, essaie de gérer ma requête. Donc on réactualise cette page-là. Il râle un petit peu parce qu'on avait laissé le code d'autorisation qui ne correspond pas. Donc là, pareil, comme je vous l'ai dit, il faudrait gérer ça correctement en renvoyant une jolie erreur. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est donc dans result, amount et value.
vérifiez aussi que le currency code match, parce que quelqu'un pourrait utiliser une monnaie qui est très faible pour vous faire croire que c'est bon. Il faut vraiment partir du principe que les gens peuvent déclencher des paiements en modifiant le contenu du bouton et faire des faux paiements. Donc vous n'avez pas une garantie que ce que vous recevez n'a pas été truqué en amont. Donc il faut bien valider ça. Donc à ce niveau-là, on fera, donc là on a la réponse qu'on va appeler authorization response. Comme ça, si jamais demain on a besoin de faire un order get request, on aura un order response. Ici, on récupère le amount, qui est donc authorization response. Ensuite, on récupère les résultats, on récupère le amount, et on récupère la valeur. Donc cette valeur, on va devoir la convertir en float. Donc on fera un float val de ce truc-là. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le multiplier par 100, et je vais travailler en centimes d'euros. Pourquoi? Parce que comparer des entiers, c'est beaucoup plus simple et c'est moins soumis à bug que comparer des flottants qui, suivant comment ils sont représentés, peuvent être variants. Maintenant, je vais regarder, est-ce que mon amount, du coup, correspond à la quantité du panier. Donc, ça veut dire que cette méthode handle, elle va avoir besoin du panier. Techniquement, j'ai besoin du panier pour les deux méthodes, donc on pourrait aussi injecter le panier directement au niveau du constructeur. Cependant, de temps en temps, ça m'arrive d'utiliser cette classe pour d'autres choses que des paniers. Donc je préfère ici l'injecter à chaque fois que j'en ai besoin. Et donc là, je vais regarder, est-ce que ça correspond au total de mon panier? Si ça correspond, il n'y a pas de problème. Par contre, si ça ne correspond pas, on pourra renvoyer une erreur. Je vous conseille de créer une erreur personnalisée, comme ça vous pourrez la capturer plus tard différemment. Et nous, on va créer une nouvelle classe que l'on va appeler payment amount mismatch, par exemple. Et exception. On n'a pas peur de créer des classes qui sont un petit peu longues. Cette classe-là, on va lui dire, il faut que tu étendes de exception, directement de PHP. À l'intérieur, vous pouvez mettre des choses ou pas. Et nous, à ce niveau-là, on pourra lui dire, dans ce cas-là, tu peux faire un throw new mismatch payment amount mismatch. Et d'ailleurs, je l'ai mal nommé. Hop. Donc on va faire un petit renommage ici. L'avantage, c'est que mon éditeur peut le faire assez simplement, normalement. Poum poum, vas-y, recherche. Oui. Et je me suis trompé dans mon renommage. Vas-y. Voilà. Au niveau du constructeur, vous pourriez lui passer la somme attendue, la somme voulue, comme ça, dans des bugs que vous aurez ou les erreurs, ça vous permettra de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Dans le cas contraire, on va pouvoir capturer le paiement. Donc là, il faut capturer le paiement. Vous, en amont, vous pouvez par exemple vérifier si le stock est encore disponible. Peut-être verrouiller le stock. C'est-à-dire là, vous dire, ah ok, bon ben là, on va vraiment capturer le paiement. Donc tout de suite, on enlève le produit du stock. Et on ne peut pas avoir un cas où l'utilisateur paye alors que le produit n'est plus en stock. Ce que vous devez faire aussi, c'est sauvegarder les informations. Sauvegarder les informations de l'utilisateur. Comme je vous l'ai dit, pas de secret à ce niveau-là. Là, ce qu'il faudrait faire, c'est récupérer l'order ID. Donc, nous, on avait dit que c'était order ID égale authorization response. Alors, hop, on remonte. C'est result, supplementary data, related IDs, order ID. Et une fois que l'on a ce order ID, on peut faire un request égale new order get request. On lui passe cet order ID que l'on a récupéré donc dynamiquement et on récupérera notre order response en utilisant le client et en faisant un execute de notre requête. Et on va faire un DD du order request pour voir, enfin du order response pour voir si ça correspond bien. Je réactualise ma page et il me sort une petite erreur au niveau du handle parce que maintenant on attend un second paramètre qui est du coup la valeur de notre panier. Donc dans notre paypal.php, qui sera plus tard appelé en Ajax, on pourra lui passer notre panier. Je réactualise ce coup-ci. On a une petite erreur, on a un amount mismatch. Donc on voit qu'effectivement, là, il a l'impression que les deux sommes ne correspondent pas. Et comme on le voit ici, c'est pas du tout pratique à débugger. Donc on pourrait lui passer le amount, le total. Comme ça, à ce niveau-là, on aurait un entier qui serait la valeur et un entier qui serait la valeur attendue. Et on utiliserait la méthode parent, hop, underscore construct,
pour lui passer un message qui nous parlerait un peu plus. Donc on fera un sprintf, pourcentage expected, on mettrait la valeur attendue, et différent de pourcentage s. Et on lui passerait expected et la valeur. Voilà. On refait un petit essai. Et là, du coup, j'obtiens une erreur qui est beaucoup plus claire. On me dit j'attends 3598, ce qui est bien la somme de mon panier. Par contre, j'ai eu 3597. C'est un peu bizarre. Alors, je vais redébugger Authorization Response. Hop, pour voir de quoi il en retourne. Et notre somme, c'est bien 3... bizarre. Peut-être qu'il y a une erreur au niveau de la conversion. Donc, je vais débugger cette partie-là. Je multiplie par 100. Très bizarre. Et je vais lui demander la valeur entier. Et hop, on pense à mettre une parenthèse bien tout autour parce que c'est la version multipliée par 100 qu'on veut convertir sous forme d'entier. Bizarre. Donc on va faire un round plutôt pour voir. Et si on fait un round et ce round là on le int, ok. Bon, très bizarre. La joie de travailler avec les flottants, c'est un véritable enfer. Donc là, on devrait être bon. Donc on va refaire l'actualisation. Mais à la base, c'est pas vraiment à ça que sert ce système-là. Il est surtout là pour éviter que les gens trichent et modifient la somme dans le bouton et que vous validiez les paiements. C'est important voilà, de faire plein de vérifications à ce niveau-là pour vérifier que le paiement que vous avez reçu correspond. Donc maintenant qu'on a fait nos vérifications et qu'on a récupéré par exemple les informations concernant la commande faite par l'utilisateur, donc on peut sauvegarder, comme je vous l'ai dit, les adresses, ce genre de choses, on fait la capture de paiement. Pour cela, hop, je vous laisse les commentaires, et comme ça je vous laisse faire le reste du code à ce niveau-là. On peut créer une nouvelle requête qui sera une New Authorization Capture Request. On va lui passer le code d'autorisation. Donc nous, c'est le code d'autorisation que l'on avait tout en haut, l'Authorization ID. Et ensuite, on va lui demander d'exécuter cette requête, comme on le ferait pour le reste, avec un execute. Donc automatiquement, si ça fonctionne, ça veut dire que la somme a bien été capturée et ça va nous renvoyer l'autorisation qui correspond. Donc si je fais un response, alors ça on ne pourra le faire qu'une fois parce qu'on ne peut pas capturer 2 fois une autorisation, vu que la seconde fois il nous dira non, ça a déjà été capturé. Je réactualise à ce niveau-là. Donc ça va être un petit temps, c'est en train de prélever la somme. Il faut savoir que lorsque quelqu'un a autorisé le paiement, vous avez, je crois, environ 3 heures pour faire la capture. Après, vous avez plus de chances que ça échoue, évidemment. Et là, on voit que notre autorisation a été complétée et ça a bien fonctionné. Donc vous pourriez regarder à ce niveau-là, hop, et dire if response et récupérer result et récupérer statut, et dire si c'est completed, dans ce cas-là, c'est bon. Si ce n'est pas complété, vous pourriez renvoyer une exception, ce genre de choses. Là, à vous de voir, évidemment, pour être le plus précis possible. Et à la fin ici, pouf, c'est bon. Si j'essaie de réactualiser la page, là, il va me renvoyer directement une erreur au moment où je vais tenter de faire la capture. Il me dira ce n'est pas gérable. Et si vous descendez, il vous dit l'autorisation a déjà été capturée. Effectivement, c'est ce que j'ai fait à l'étape précédente. Donc maintenant, au niveau de ma page principale, de mon index.php, il faut que je mette à jour mon PayPal pour lui passer le PayPal ID, hop, le PayPal Secret. Ensuite, je lui dis effectivement, je suis en sandbox. Dans ma partie UI, à ce niveau-là, où j'avais simplement fait un console.log de l'Authorization ID et des informations, je vais pouvoir faire un appel HTTP à ma partie PayPal pour gérer justement le paiement. Donc à ce niveau-là, je fais un return, fetch, on va directement contacter /paypal.php, vous adaptez si vous utilisez un framework avec une route. On va être dans une méthode de type post. On va renvoyer un headers particulier pour lui expliquer que notre content type, c'est du application/JSON. Et au niveau de notre body, on va faire un json.stringify et on va lui envoyer l'autorisation ID. Voilà. Au niveau de la partie paypal.php, je ne récupérerai plus ça depuis notre query params, mais je récupérerai directement l'autorisation ID à partir du get parsed body. Voilà, vu que ça va être envoyé en post. Et on peut se passer de ça. Et dans la partie commentaires, voilà, je vais vous laisser des espaces.
Et je commente le order request parce que pour l'instant, voilà, je n'en ai pas besoin dans cet exemple-là. Et au niveau de l'interface, si cette partie fetch fonctionne correctement, je vais lui dire à la fin, à la limite ça je vais transformer en méthode asynchrone, on ne va pas s'embêter. Là je fais un await, et si ça a bien fonctionné, je ferai un alerte, votre paiement a bien été enregistré. Et après vous videriez le panier, vous faites une redirection, tout ça, tout ça. Là c'est le reste de votre logique métier. Bon, à première vue, je ne pense pas avoir fait d'erreur, on va réessayer, et ça va être le dernier essai qu'on devrait faire. Je clique sur PayPal. Je ne suis pas directement redirigé sur mon site, ce qui est une bonne nouvelle, ça veut dire que je n'ai pas fait d'erreur au niveau de la partie JavaScript. Je vais rentrer mes informations de paiement. Voilà, j'ai mon petit récapitulatif, je clique sur Payer. Automatiquement, une requête réseau est faite, et malheureusement, je tombe sur une petite erreur, donc là, c'est juste moi qui ai dû me tromper à ce niveau-là. Et je me dis, quitte à y être d'ailleurs, on va transformer cette fonction en asynchrone de base. On va faire un await ici en faisant un const autorisation égale await de action.order.authorize. Voilà. On extrait ensuite l'autorization ID et c'est là où je pense que j'ai fait une erreur. Donc on va faire un console.log de autorisation pour voir à quoi ça ressemble. Et ensuite on fait le reste en faisant bien gaffe aux parenthèses. Voilà, ça devrait être un petit peu mieux. On est parti. Hop, je refais un paiement. On va voir à quoi ressemble l'objet. J'ai dû me gourer dans la manière de récupérer cet ID, c'est sûr, à 700%. Et si je regarde, c'est autorisation. Ensuite, c'est purchase units, effectivement, 0. Payments. Oui. Et dans payments, on a autorisé. Ah ouais, c'est là, j'ai oublié un S. La petite erreur bête, la petite erreur bête. Donc, on est reparti. PayPal. On va peut-être regarder aussi dans l'onglet réseau, parce que je m'attends à avoir une requête XHR qui va passer pour mon réseau. J'ai bien ici mon alerte, votre paiement a bien été enregistré. Et si je regarde au niveau de l'onglet réseau dans la partie PayPal, on voit que la charge utile contient bien notre Authorization ID qui est notre ID d'autorisation. Et dans la partie aperçu, on n'a aucune donnée parce qu'on est bien arrivé au bout de notre fonction et qu'on n'a pas eu de problème. Et voilà comment on peut mettre en place un système de paiement PayPal en utilisant le bouton. Donc cette classe a l'avantage de pouvoir être réutilisée un petit peu partout. À vous de voir par contre la signature que vous voulez donner au niveau de votre méthode handle. Soit vous pouvez directement mettre votre logique à ce niveau-là, soit vous pouvez partir sur un système d'événements où vous émettez des événements qui permettent de rajouter de la logique comme la création de la commande, ce genre de choses, côté serveur. Mais vous voyez que finalement, côté fonctionnement, c'est très simple. D'une part, on crée notre order directement au niveau du bouton. Donc ça va permettre de créer l'order au niveau de PayPal et d'afficher à l'utilisateur l'interface de paiement. Et ensuite, lorsque le paiement a été effectué, on est renvoyé sur notre serveur où on récupère l'idée de l'autorisation. Et c'est à partir de cette idée d'autorisation que l'on va pouvoir effectuer la capture du paiement et vérifier que cette capture fonctionne bien. Et ça nous permet en quelques lignes de code de mettre en place un système de paiement. Libre à vous de l'adapter et de le modifier. Donc j'espère que cette vidéo vous servira et aura permis un petit peu de démystifier cette partie paiement PayPal. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!